Bonjour, dans ce nouveau numéro d'un entretien expert, aujourd'hui je reçois Pascal Bressou, rédacteur de la note de synthèse du Conseil scientifique de l'éducation nationale sur ce sujet. On va essayer de faire le tour un petit peu de façon succincte, en une petite heure, c'est toujours succinct, sur l'enseignement explicite. Et notamment, je vais poser plein de questions sur mais pourquoi c'est tant si mal aimé, cet enseignement explicite. Alors avant de nous lancer dans le déroulé qu'on s'est prévu, est-ce que vous voulez bien vous présenter à nous? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Donc je suis Pascal Bressou, je suis professeur en sciences de l'éducation à l'université Grenoble-Alpes. Je fais mes recherches dans le cadre du LARAC, le laboratoire de recherche sur les apprentissages en contexte. Je suis également membre du conseil scientifique de l'éducation nationale et je suis également membre de l'Institut universitaire de France. Voilà. Et mes Merci. recherches consistent à étudier les dispositifs pédagogiques, les pratiques d'enseignement qui favorisent les acquisitions des élèves. Voilà, et c'est sous ce prisme-là qu'on va voyager autour de, enfin, ou dans l'enseignement explicite. Alors, j'aime bien commencer mes interviews par essayer de recadrer un peu les termes avec lesquels on va voyager une petite heure. Quand on parle d'enseignement explicite, on parle de quoi? C'est une méthode, une pédagogie? Je pense qu'on est plus dans le registre de la méthode, parce que c'est quand même, et même si c'est sous-tendu par des conceptions de l'apprentissage notamment, on est plus quand même dans le domaine de la méthode que dans le domaine d'une vaste pédagogie qui entraînerait, un courant avec des Hmm. gens, des aficionados et d'autres qui ne le seraient pas, quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut essayer de définir? Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire, enseignement explicite? Alors, l'enseignement explicite, à mon sens, ça recouvre 3 choses. D'abord, c'est vraiment une conception, active, de l'enseignement, et de l'enseignant, surtout, heu, qui, est un peu au centre du jeu. C'est pas, comment dire? C'est pas dire que l'élève n'est pas évidemment le centre des préoccupations, de l'enseignement, mais c'est dire que c'est lui qui a les rênes du jeu, c'est lui qui dirige, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui Hmm. interroge, et qui fait participer les élèves et qui essaie de les rendre le plus actifs possible. Donc il a un rôle qui est pas du tout, le rôle du guide sur le côté tel que certains auteurs, Oui. ont pu le préconiser. Oui, oui, c'est lui qui rythme, c'est lui, enfin, du coup, oui, c'est lui qui donne beaucoup d'explicitation à ce qui est en train de se faire. Exactement, voilà. Hmm. Alors la 2e chose, c'est que c'est une conception également du découpage, des contenus à enseigner. Hmm. C'est-à-dire que, l'idée, c'est qu'on va plutôt aller du simple au complexe. Et que, même si, il peut exister des compétences complexes à acquérir, la plupart de ces compétences, en réalité, sont le produit d'habiletés plus élémentaires qui doivent être enseignées en tant que telles. Donc il y a vraiment des connaissances à acquérir, il y a des habiletés, qui doivent être forgées, avant se déploie finalement, la compétence. Et donc plutôt que d'aller chercher tout de suite à mettre les élèves dans une activité qui va sous-tendre l'acquisition d'une compétence générale, on va plutôt procéder, à l'inverse. Et le troisième, je pense que vous nous avez Alors j'essaye de suivre. voilà, c'est très bien. Et le troisième point, c'est un mode de découpage, des séances. Mmh. Alors évidemment, quand on dit c'est un mode de découpage des séances avec des éléments qui se suivent, ça ne veut pas dire pour autant que tout est figé pour l'éternité et que c'est une méthode qui serait plus, rigide qu'une autre. Comment dire? Il y a ni plus, ni moins de contraintes que, par exemple, pour des personnes qui veulent faire des démarches d'investigation, par exemple, où il y a également des phases qui sont recommandées. Tout à fait. Alors, dans l'enseignement explicite, on va commencer par,
une présentation, une explicitation du contenu à acquérir. C'est-à-dire que voilà, l'objectif de la leçon, c'est ça, on va travailler là-dessus, c'est ça qu'on va voir. Et puis, à ce moment-là, on va essayer de rappeler avec les élèves quelles sont les notions utiles. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait ça, et cetera. Et alors, c'est pas du tout quelque chose qui est de l'ordre du rituel simplement, installé comme ça. On va vraiment chercher les élèves là-dessus. Est-ce que tu peux me dire, ce qu'on avait vu la dernière fois? Est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire ta camarade? Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose? Est-ce que tout a été dit? Est-ce que voilà. Et vous vous souvenez comment on faisait ça? Comment est-ce qu'on faisait ça déjà? Vous voyez, c'est vraiment l'idée de rappeler les notions pour en fait, pour les ramener en mémoire. Oui, les remobiliser. Voilà, pour les Mmh. remobiliser et remettre les élèves dans la bonne, direction d'apprentissage parce que, c'est ce qui va leur permettre aussi de se fixer un but constant dans l'apprentissage et de dire: «Voilà, je me souviens que c'est ça que je dois apprendre dans cette leçon», et ce qui favorise la mémorisation parce que la mémoire est un système projectif, en fait. Et oui. C'est-à-dire que le cerveau va retenir ce qu'il s'attend à être important. Et savoir dans quelle case il va aller enfin, il va devoir le ranger pour pouvoir le récupérer après, en fait. Voilà, Et oui. exactement. Mmh. Et ça a aussi l'avantage évidemment de désambiguïser, Et les oui. activités et de remettre les activités au service de l'objectif véritable finalement. Parce que Oui. l'éducation, enfin l'enseignement a cette particularité qu'on fait des choses non pas tellement pour faire des choses, mais pour apprendre, Mmh. autre chose. Donc le but est décalé par rapport à l'activité. C'est d'ailleurs ce que certains élèves ont un petit peu de mal à comprendre parfois quand on leur dit: «Pourquoi l'enseignant t'a demandé de faire ça?» Ben, souvent ils disent: «Bah, je dois faire l'exercice et puis Oui, c'est c'est ça. tout». Mmh. C'est pour finir mon exercice, oui. Oui, oui, tout à Voilà, fait. voilà. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais bon, c'est pas grave, je le retrouverai. Je trouve que dans cette présentation, on voit comment l'élève, du coup, est rendu acteur de son apprentissage, de sa mémorisation. Il sait où aller viser, il sait pourquoi il le fait, il sait quels matériaux il doit utiliser pour construire son mur d'apprentissage. On voit qu'il y a un enjeu fort que chaque élève sache pourquoi il fait les choses, comment il va devoir les faire et avec quoi il va devoir les faire. Oui, tout à fait, et c'est aussi donner une prise, bah, nous on appelle ça un peu de la métacognition ou de Mmh. l'autorégulation, mais l'autorégulation, elle commence par là, elle commence par en fait savoir Et oui. pourquoi je suis là, pourquoi je dois faire les choses et pourquoi du coup je dois réajuster, ma pratique en fonction de ça et sur quoi je vais devoir focaliser mon attention. Ça, c'est extrêmement important. Et on est bien d'accord que ce type de méthode, est bien conciliable avec d'autres manières de faire, dans sa pédagogie. Pour le coup, si on a à certains moments, plus des tâches complexes à faire où il y a la pédagogie, de recherche, c'est tout à fait conciliable. On n'est pas obligé de faire un choix drastique et Ah, ça n'a rien voilà. de définitif et d'ultime et Mmh. puis surtout, il ne faut pas oublier que ces choses-là, elles se font aussi justement au service des apprentissages et des apprentissages généraux et donc bien entendu, ce qu'on veut, c'est que les élèves acquièrent des capacités, complexes, qu'ils deviennent de bons compreneurs, c'est-à-dire de bons Mmh. lecteurs, qu'ils sachent résoudre, des problèmes mathématiques, qu'ils sachent, avoir de la créativité dans leur rédaction ou même dans leurs œuvres, artistiques, dans leur production artistique. Donc il va bien y avoir à un moment donné effectivement cette mise en œuvre-là qui Mmh. va Mmh. être, réalisée. Ce sont pas des apprentissages pointillistes, C'est ça, ouais, tout à fait. uniquement destinés à rester des apprentissages pointillistes. Mmh. On compare ça souvent à des sportifs, un sportif qui va, je sais pas, un tennisman qui va, faire des séances de coups droits ou de Ouais, ouais, service, mmh. évidemment, le but, c'est pas l'entraînement, c'est d'être capable de le mettre en œuvre dans la bonne Mmh. situation, en Mmh maths mh. et où il Mmh. aura tout ce qui rend,
justement le match compliqué et complexe, quoi. Alors quand on vous entend présenter, l'enseignement explicite, moi me vient la question: «Mais pourquoi tant de haine vis-à-vis de cette méthode?» Alors je caricature un petit peu, mais voilà. Pourquoi tant de haine? Alors d'abord, je suis pas sûr qu'il y ait tant de haine que ça. D'accord. Notamment venant des enseignants. C'est-à-dire quand je dis les enseignants, c'est les enseignants qui sont en classe, qui sont Mmh confrontés mh. au quotidien avec leurs élèves, avec les apprentissages, avec les éventuelles difficultés. Et donc moi je fais par exemple dans les différentes conférences pédagogiques, j'en donne pas que sur ça, je précise, hein, je Ouais. la spécialité est beaucoup plus étendue que ça, mais Heu, on voit jamais de franches oppositions, dogmatiques par rapport à ça. Au contraire, on a plutôt des enseignants qui sont attentifs et qui, voient le lien. De toute façon, ils voient le lien avec les difficultés qu'ils rencontrent, au quotidien et comment effectivement ça peut aider. Alors cela étant posé, c'est vrai que je dirais il y a des, heu, pédagogues ou des Mmh, penseurs mmh, ou mmh. voire parfois des chercheurs d'ailleurs, qui se sont, opposés à ça. Et je pense qu'il y a 2 dimensions dans l'opposition à l'enseignement explicite. Tout d'abord, il y a une opposition à ce qui serait vu comme un enseignement traditionnel. C'est ça. Alors le traditionnel, on met derrière, c'est cet enseignement frontal où je dispense un enseignement et je ne m'occupe pas finalement de comment c'est reçu et de ce qu'on en fait. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui sont passifs, je déverse des connaissances, dans l'imagerie populaire, on peut être encore habillé d'une blouse Ouais, grise et avoir une règle sur à la main, l'estrade, sur ouais, ouais, tout à fait. l'estrade, et Mmh. cetera. Or là, il y a une incompréhension totale parce que l'enseignement explicite, c'est pas ça du tout, mais Mmh. vraiment pas ça du tout. C'est au contraire, aller solliciter en permanence les élèves, entrer en interaction avec eux, vérifier en permanence leur compréhension, les solliciter, et cetera. Donc c'est vraiment pas ça du tout. Mais il y a eu quand même effectivement cette idée à un moment donné que, heu heu, il y avait trop d'autoritarisme dans l'école, que, Mmh. les enfants qui devaient rester assis, les bras croisés sur la table, évidemment ça a existé à une époque, hein, et qu'il fallait faire table rase de tout ça. Donc évidemment, alors on n'a même pas besoin de remonter au début du XXe siècle avec les pédagogies nouvelles, mais dans les années 50, 60, on a bien vu ce mouvement Mmh. qui visait comme à défaire, l'enseignement d'une certaine rigidité. Oui, avec une place centrale pour l'enseignant, pardon, et c'est peut-être ça qui est reproché aussi à l'enseignement explicite puisque vous le disiez au début, l'enseignant a une place forte en termes de sollicitation, de structuration, à certains moments de modélisation aussi. Donc je pense qu'il peut-être que le malentendu s'est situé là aussi? Oui, parce que je pense que quand on dit, l'élève doit être au centre de la classe, on ne dit pas la même chose que lorsqu'on dit l'enseignant est au centre. Ouais, mmh, En tout à fait. réalité, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr que l'élève est le centre des Mmh. Des préoccupations et préoccupations, oui. et bien sûr que l'école est faite pour eux et elle est faite pour qu'ils progressent et pour qu'ils s'y sentent le mieux possible pour réaliser leurs apprentissages. Donc ça ne quitte pas Mmh. le domaine de l'enseignement explicite. Quand on parle d'un enseignant qui est au centre, c'est l'idée qu'il est, au centre de la direction, De la de manœuvre, la c'est classe, lui, au c'est centre de la ouais, tout à manœuvre, fait, voilà. ouais. Mmh. Et heu, il il n'est pas celui qui cherche à s'effacer en permanence derrière l'activité de Tout à fait. l'élève, au Mmh. sens où l'activité de l'élève devrait toujours être première et libre Mmh, et mmh, libérée mmh. de toute forme de contrainte. Et par exemple, dans l'enseignement explicite, on pense pas du tout, que, l'explication qui pourra être donnée par un enseignant, par exemple, pourrait, venir contrecarrer Mmh. la pensée spontanée de l'élève, ou l'empêcher de développer, Mmh. une créativité, spontanée, et cetera. On pense plutôt qu'au contraire, ce sont des étayages. Elle vient l'outiller. Bien sûr, Elle vient
outiller la pensée, elle vient outiller la possibilité de résoudre des problèmes bien et sûr, d'aller au bout de cet apprentissage. bien sûr, tout à fait, oui, Mmh, oui, mmh, mmh, mmh. tout à fait. On peut glisser, du Alors coup, il y avait tout une deuxième oui, raison. pardon, allez, Il y avait excusez-moi. il y avait une deuxième raison à mon Oui, avis de 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 cette haine, enfin comme vous l'appelez, moi alors comme je le oui, redis, hein, oui, voilà, j'ai été provocatrice, hein, en certaines fait, personnes, voilà. mais effectivement ça a soulevé des comment dire? Des oppositions fortes. L'autre chose, c'est que, heu, l'enseignement explicite, à un moment donné, était confondu avec le behaviorisme, avec le Ah oui, courant de OK. pensée behavioriste. Mmh. Dans les années l'enseignement explicite comment dire? A beaucoup fait florès dans les années 60, 70, 80, là où en fait la recherche a commencé à montrer Mmh. choses probantes de ce qui marchait et de ce qui ne marchait pas. Dans le même moment que le cognitivisme ou que le constructivisme, Mmh. montrait scientifiquement, hein, un dépassement, du behaviorisme. Mmh. Et souvent, donc l'enseignement explicite a été rabattu sur ce courant behavioriste où on dirait finalement l'enseignant est là, c'est lui qui va donner les renforcements. Est-ce qu'on peut juste faire une petite pause pour ceux et celles qui seraient pas très au clair sur behaviorisme, constructivisme, cognitivisme? Juste, vraiment en quelques mots, si vous voulez bien? Alors si je le dis de manière très, très simple, Oui. vraiment très, très enfin, limite caricaturale, hein, mais le behaviorisme va dire que, ce qui compte, c'est l'étude des comportements et que, ce qui est observable est Mmh. vraiment, la seule manière vraiment proprement scientifique et que toutes les spéculations qu'on peut faire, sur ce qui se passe dans le cerveau, bah, finalement ne sont que des spéculations et sont Mmh. un peu douteuses d'un point de vue scientifique. Alors, vous remarquerez que c'était avant l'avènement des neurosciences et C'est de ça, tout ce qui permet tout à fait. maintenant de regarder parce qu'il Mmh. y a des preuves maintenant de Mmh. l'activité cognitive évidemment, Mmh. qui sont des preuves tout à fait matériel et tout à fait tangible. Euh, et, et, et cette idée que aussi enfin, ce qu'on appelle les renforcements sont Mmh. extrêmement importants. C'est-à-dire que les messages, en quelque sorte, envoyés de l'environnement vont avoir un impact assez direct sur la personne. Euh, le constructivisme, au contraire, va dire que nous avons tous des pensées, des représentations, des connaissances préalables, et que les nouvelles connaissances et donc les informations qui viennent Mmh. de l'environnement vont être en réalité réinterprétées en fonction de nos connaissances préalables. Et donc, elles sont toujours finalement reconstruites d'une certaine manière, elles sont réélaborées et intégrées plutôt que, plutôt que strictement stockées. Alors, je tiens tout de suite à dire une chose, c'est que cette vision-là, je connais peu de scientifiques qui la remettent en Mmh. cause du point de vue d'une théorie, disons, de la connaissance. Ce qui va être beaucoup plus mis en cause, c'est l'idée que ça puisse servir comme théorie d'enseignement. D'apprendre, oui, tout à C'est fait. tout à fait autre Ouais, chose. complètement. C'est tout à fait autre Mmh. chose. Tout à fait. Mmh. Et du coup, on reprend le fil de notre pensée. Je vous avais arrêté en plein élan sur, la critique, faite, à l'enseignement explicite. Voilà. Oui, alors qu'il y a des auteurs, enfin je pense à un auteur par exemple comme David Berliner qui a été un auteur très très important, et qui disait: «Mais vous ne trouverez pas de conception behavioriste dans les travaux qui sont arrivés à montrer finalement l'importance de Mmh. l'explication. Il dit simplement, il y avait un constat qui était qu'au début des années 1960, on ne savait rien sur l'efficacité de Ouais. l'enseignement. Mmh mh. Les chercheurs s'étaient fourvoyés pendant des décennies à essayer de trouver quelle était la bonne Mmh. personnalité des enseignants. Évidemment, ils n'ont rien trouvé.
je sais pas, qu'on soit extraverti ou timide, ou Mmh, enfin, mmh mh. on peut être bon enseignant malgré tout, puisque ce qu'ils ont montré finalement, c'est que avoir un enseignement, comment dire, efficace, bien faire progresser ses élèves, ça dépend pas de la personnalité de Tout à l'enseignant, fait, ça tout à dépend de fait. ce qu'il fait tout simplement. De Donc ses gestes professionnels. la question c'est Ouais, que tout à fait. fait-il? Et donc ces Mmh. chercheurs, dès les années 60-70, ont pris beaucoup de peine à aller observer ce qui se passait dans les classes, à trouver des comportements récurrents, à les codifier, et cetera, à les classer et à les mettre en relation systématique avec les progrès des élèves. Mmh. Et c'est là, de fil en aiguille, d'étude en étude, d'auteur en auteur, qu'ils ont réussi à mettre des liens entre certains types de comportements d'enseignement et des résultats, des progrès réalisés par les élèves. Et de fil en aiguille, les chercheurs se sont rendus compte que finalement, ils arrivaient à regrouper tout ça, qu'il y avait une certaine cohérence de tout cela, et que finalement, ça pouvait être rebâti, réarticulé, en particulier autour de questions liées à l'enseignement explicite. C'est pas du tout un dogme scientifique Ouais, préalable, ouais. Mmh. et c'est pas du tout non plus une théorie initiale qui dirait, je sais pas moi, Piaget a dit ça, donc Tout à fait. Mmh voilà, mh, devrait mmh. marcher, c'est ça, ou Vygotsky a dit ça, voilà. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui a émergé de l'empirisme. Et qu'est-ce qu'on sait de l'efficience, de l'enseignement explicite au niveau de la recherche? À l'heure actuelle, en 2023, qu'est-ce qu'on sait dire? Alors, ce qu'on sait dire de manière très claire, c'est il y a une efficacité Mmh de mh. l'enseignement explicite. Alors, évidemment, à partir de là, il faut Oui. préciser les choses. Tout d'abord, on pourrait distinguer les tâches à accomplir en deux grandes catégories, là encore pour faire un peu simple. Il y a les tâches dites structurées. Les tâches structurées, ce sont ces tâches pour lesquelles on pourrait arriver à la bonne solution par l'utilisation d'un certain algorithme. Oui, OK. Par exemple, une règle de grammaire, si je vous la donne de manière assez claire, si vous arrivez à Mmh. l'appliquer, normalement, vous devriez trouver la bonne solution. C'est le cas aussi, par exemple, en arithmétique, Les techniques opératoires, par exemple, voilà, un peu des plus techniques tout à fait. opératoires, Mmh. ou des choses comme ça. Mmh. Et d'ailleurs que cette tâche, elle peut être subdivisée en des sous-tâches, et finalement, l'algorithme doit nous permettre d'arriver à la bonne solution. Ouais, tout à fait. Mmh. Alors, et c'est effectivement dans le cas de ces tâches-là que l'enseignement explicite a émergé initialement. Et de ce point de vue-là, alors la recherche est vraiment claire là-dessus, et je pourrais dire même les plus ardents pourfendeurs de l'enseignement explicite sont d'accord avec ça. Enfin, on a des textes là-dessus, hein, enfin, Mmh. on pourrait évidemment donner des références si c'était nécessaire, des textes où même ces chercheurs, enfin, «constructivistes» entre guillemets, j'aime pas beaucoup mettre des étiquettes comme Ouais, ça, ouais, tout à fait, pas ouais. grand-chose, mais voilà, c'est juste pour fixer un ordre d'idée, reconnaissent, bah oui, bien sûr, dans l'apprentissage des tâches structurées, bien sûr que l'enseignement explicite est le plus efficace, bien sûr. Ça, ça, ça ne, ça ne, au niveau de la recherche, il n'y a plus tellement de questions qui se posent par rapport à ça. Mmh. Les questions qui vont se poser, et là où vont avoir lieu les débats, c'est plus sur ce qu'on va appeler les tâches qui sont faiblement structurées. Mmh. Les tâches faiblement structurées sont des tâches complexes. Alors, il faut distinguer ce qui est le complexe et le compliqué. Le Oui. compliqué, c'est ce qui est évidemment difficile à résoudre, hein, Mmh. et qu'on pourrait analyser, vous voyez, de manière cartésienne, qu'on peut le réduire en des sous-parties. Donc Mmh. ça renvoie à des tâches structurées finalement. Le complexe, c'est quelque chose qui peut être compliqué aussi, évidemment, mais surtout qui ne peut pas être réduit à une somme de composants. Par exemple, comprendre un texte, c'est une activité complexe. Mmh. Alors, on peut savoir ce qui pose des difficultés. On sait très bien, par exemple, que, je ne sais pas moi, les reprises pronominales posent des problèmes
terrible aux enfants. Avec L'implicite. l'implicite, les Mmh. connecteurs, et cetera. Et donc ça, on peut l'enseigner, mais ce que je veux dire, c'est que personne ne pourra jamais appliquer un algorithme Ouais. au terme duquel on sera sûr qu'on a compris le texte. Voilà. C'est la même chose pour les activités de rédaction, c'est la même chose pour certaines activités de résolution de problèmes de maths, par exemple, ou de problèmes scientifiques, autres. Monter une bonne expérience qui montrerait l'effet de je ne sais trop quel, voilà, produit chimique, voilà, c'est pas juste une équation algébrique, hein. Même chose s'il s'agit de faire une production artistique. Mmh. Et donc, quand on est face à ces tâches-là, là encore, je taille à grands traits, hein, mais on pourrait se dire que finalement, bah, on est condamné à les faire, finalement. On met les élèves en situation, on les met en situation complexe, et puis de cette activité-là va naître petit à petit et implicitement, finalement, va Une naître une compétence, ouais. compétence Mmh. qui va émerger petit à petit, parce que les élèves vont en fait découvrir par l'activité elle-même la manière finalement Mmh mh. de traiter les choses. Alors, enfin, je reviendrai dessus, mais c'est une vision quand même très optimiste des apprentissages. Et qui repose sur, un implicite qui est que tous les élèves, possèdent tout ce capital, nécessaire à cette tâche complexe. Exactement, voilà, Mmh. exactement, voilà. L'autre manière d'aborder ça consiste à dire, certes, on pourra jamais savoir exactement, comment, on comprend un texte ou et cetera, mais néanmoins, comme on connaît des habiletés sous-jacentes, comme on connaît des nœuds de difficulté, alors ces choses-là, on peut les enseigner et on peut Mmh. les enseigner explicitement. Dans certains cas, il s'agit vraiment de connaissances, par exemple. On peut vraiment apprendre aux élèves à repérer les éléments d'un texte qui vont leur permettre de décider à quel nom renvoie quel pronom, par exemple. Mais on peut aussi leur donner ce qu'on appelle disons, des stratégies cognitives. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire, voilà, il y a des manières de faire, il y a des manières de s'y prendre. Alors, euh, est-ce qu'il y en a une qui est optimale par rapport aux autres? On ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'il y en a certaines qui marchent et que les élèves peuvent s'approprier et qui généralement permettent de se débrouiller à peu près bien dans la situation. Et donc, ces stratégies peuvent être tout à fait enseignées explicitement. Par exemple, là encore, hein, il y a des travaux qui sont très clairs hein, du point de vue, allez, je pense aux travaux de Steve Graham, par exemple, dans le cadre de la rédaction. Comment est-ce, comment est-ce qu'on apprend aux Mmh. élèves à disserter, par exemple? Est-ce que simplement je leur donne un sujet de philosophie Et par et puis essai-erreur, ils vont oui. de sujet en sujet, Mmh mh. de mauvaises notes en bonnes notes et cetera, ils vont progresser. Alors, probablement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Mais est-ce que ça se passe pour tout le monde? Oui. Et puis surtout, est-ce que si ça se passe bien une fois, j'ai compris finalement les mécanismes et Mmh. les processus qui font que ça se passera bien la deuxième fois? Voilà. Qu'est-ce qui est Est-ce convaincant que et je pourrais quand est-ce que ça se passe? reproduire? Ouais, c'est ça. Voilà. Mmh. Mmh. Et finalement, le risque de tout ça, c'est qu'en réalité, je n'ai aucun contrôle sur ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai aucune capacité d'autorégulation. Par exemple, ça marche bien pour un certain type de sujet et ça marche pas pour l'autre. Pourquoi? Qu'est qu'est qu'est-ce qui fait que ça marche bien dans un cas et pas dans l'autre? Mmh. Quelle stratégie quelle stratégie je dois réadapter à chaque fois? Qu'est-ce que et donc le fait d'enseigner ces stratégies donne vraiment des clés pour un contrôle, métacognitif, hein, Ça qui veut est important.
Si on prend l'exemple de cette dissertation, c'est apprendre explicitement qu'une introduction, elle se construit de telle manière, avec tel type de mots introductifs, parce que ça, le but de cette introduction, c'est celui-là, et ça, partie par partie, analyser, ça veut dire ça, défendre un point de vue, ça veut dire ça, et il y a certains mots qui vont venir. C'est donc de donner des outils très explicites aux élèves finalement. Tout à fait, tout à fait. Mmh Par mh. exemple, dans le programme qu'a mis en place l'équipe de Steve Graham, à un moment donné, enfin tout simplement, l'enseignant, réalise une rédaction, enfin une Mmh. dissertation devant ses élèves et en disant: «Voilà, le sujet c'est ça, donc je dois penser à ça, je vais organiser comme ça, quelles sont les idées que je dois mettre en place?» et cetera. Donc il montre véritablement, il fait une démonstration en quelque sorte. Mmh. Et puis par la suite, il sollicitera ses élèves pour leur dire: «Bah, là, comment je fais? À quoi je dois faire attention? Est-ce que» Mmh. et petit à petit comme ça, on va entraîner les élèves, ils vont avoir un modèle en tête, hein, qui est en Oui. fait un exemple et sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour ensuite développer leur propre pensée. Oui, et là, on voit bien que pour répondre, à une question qu'on se posait, enfin, juste avant, c'est que ça n'enlève pas la personnalité et la créativité de la personne. Ça lui donne une trame dans laquelle elle va justement pouvoir être créative. Mais ce que je me notais, c'est que l'enseignement explicite, nous permet en tant qu'apprenante de se dire: «OK, je sais que je sais, enfin je sais que je sais, une introduction, c'est comme ça, et à moi d'en faire quelque chose de personnel, d'original, et d'y amener ma substance». Mais au moins je peux avoir confiance sur le fait que je sais ce qu'est une introduction. Je sais ce qu'est, analyser un texte, parce que j'ai une trame et j'ai un schéma comme ça qui va pouvoir me conduire. Tout à fait, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et ma dernière question, et qui, enfin, qui est un enjeu de taille, hein, dans notre système, qui creuse beaucoup, beaucoup les inégalités, c'est quand on sait que les inégalités se creusent, bien souvent dans le fait qu'il y ait plein de choses implicites dans notre code scolaire. Est-ce que l'enseignement explicite, peut être une démarche parmi d'autres qui pourrait être réductrice de ces inégalités? Bien sûr. Alors ça c'est quelque chose qui est tout à fait, clair dans les travaux. Heu, les élèves, quand ils sont dans une phase d'acquisition, c'est-à-dire quand ils Mmh. sont novices, tous les élèves profitent de l'enseignement explicite, de manière très claire. Les forts, les faibles, tout le monde en bénéficie. Mmh. Mais les faibles vont en bénéficier encore plus que les autres. Donc du coup, ça va rattraper les choses. Alors, une des raisons à cela, c'est que s'ils sont un peu plus faibles, c'est que probablement ils ont moins de connaissances, moins de stratégies à disposition et Mmh. donc quand on leur délivre les choses, eh bien évidemment ça les remet un peu plus, au niveau des autres. L'autre chose est probablement plus liée à l'activité sociale et familiale, qui est que certains obtiennent à la maison Et les oui. explications et donc Mmh. l'explicitation dont d'autres ne bénéficient pas. Et évidemment, c'est plutôt dans les milieux défavorisés que les parents vont à un moment donné peut-être, avoir du mal je sais pas moi, à suivre, le cours de leurs élèves. Je sais pas, finalement, c'est pas tout le monde qui peut suivre, je sais pas moi, l'enseignement des maths en quatrième, par exemple, c'est déjà un petit peu difficile Tout et à fait. c'est pas vrai que tout le monde peut, Mmh. reprendre, son enfant et lui expliquer les choses. Et puis je pense aussi que, contrairement à ce que peut-être on peut croire spontanément, dans les milieux favorisés, en réalité, on explicite beaucoup. Oui. Mmh. On explicite Mmh. énormément. Si je peux me permettre, je peux donner c'est une anecdote et donc ça vaut pas autre chose qu'une anecdote, mais je pense que c'est assez illustratif. Heu et ça me permet de faire le lien aussi avec la rédaction. Vous savez que dans les habiletés liées à une bonne rédaction, il y a entre autres des sous-habiletés qui comptent. Il y a d'une part la graphomotricité, Mmh. parce Oui, que ça l'aisance, ouais, tout à fait. voilà, Mmh. parce que ça compte, enfin, je veux dire, c'est une activité coûteuse cognitivement et donc ce que vous consacrez à être focalisé sur votre Mmh. écriture graphomotrice,
eh bien, vous le perdez pour la Ah, autre chose. construction de votre Mmh. rédaction. L'autre chose, c'est l'orthographe. La gestion de l'orthographe est Mmh. extrêmement coûteuse par rapport à ça. Et donc, plus vous avez automatisé les choses, plus finalement les règles deviennent fluentes pour vous, etc. Plus vous avez dans votre lexique mental un nombre de mots important, et plus ce sera facile de rédiger. Donc, meilleure sera en réalité votre rédaction. Et on sait que parmi l'ensemble des habiletés orthographiques, il y en a une qui est un peu implicite, qui s'appelle la sensibilité graphotactique. Alors c'est un terme de chercheur, voilà, donc personne ne sait bien ce que c'est, enfin en dehors des chercheurs. C'est tout simplement la connaissance implicite du lexique. Hein, C'est-à-dire que hein. si je vous dis, bah voilà, tu vas devoir écrire un mot, tu l'écrirais plutôt comme ça ou comme ça, Mmh mh. voilà, on a un Oui, sens tout à fait. finalement de l'orthographe lexicale. Par exemple, si je vous dis comment vous écririez furoy. Alors furoy, c'est un pseudo-mot, ça n'existe pas. Mmh mh. Est-ce que vous l'écririez 2 F-U-R-O-I-S ou F-U 2 R-O-I-S? Bah, Je mettrais qu'un R et je mettrais même pas de S, je crois, à la fin. voilà. Alors, J'irais à la simplicité. en tout cas, vous ne mettriez probablement pas 2 F au Au départ. départ, non, tout à fait. Pourquoi? Tout simplement parce que ça n'existe Ça pas dans la langue n'existe pas. française. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a des régularités comme ça qui s'imprègnent finalement Mmh. et qui font finalement notre orthographe lexicale, comment dire, implicite Mmh. et qui est tout à fait importante, qui est prédictrice donc de l'acquisition de l'orthographe. Euh, eh bien, une fois, donc, je faisais mes courses dans la banlieue de Grenoble, dans la banlieue chic de Grenoble. C'est pas forcément là où j'habite, mais voilà. Et dans un magasin, un supermarché, il y a manifestement un habitant des lieux. Je ne sais pas comment je l'ai reconnu, mais bon, enfin voilà, ça se voit un petit peu. Et il expliquait à son fils l'orthographe d'un mot. C'est-à-dire que son fils, alors j'ai pas entendu le mot, mais son fils lui disait, papa, est-ce que ce mot-là, il s'écrit avec un I ou un Y? Mmh C'était mh. un enfant à peu près d'âge de CP, vous voyez, comme ça. Oui, donc Et très là, curieux de toutes ces ouais, tout à fait. voilà. Mmh. Et là, le père lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, bah, tu sais, dans la langue française, il y a beaucoup plus de I que de Y. Et donc, si tu ne sais pas, choisis le I. Ah. Tu auras beaucoup plus de chances de réussir. Mmh. Eh bien, que venait de faire ce papa? Il venait d'enseigner explicitement une stratégie orthographique. Ouais. Et en Mmh. fait, il donnait un enseignement explicite à cette forme de sensibilité graphotactique. Mmh. Je pense que c'est typique des milieux favorisés et typiquement ce que des élèves de milieux moins favorisés Peuvent ne pas avoir. n'auront pas à la Tout maison. à fait. Et donc, Oui. s'ils ne l'ont pas à l'école, ils ne Et l'auront oui. probablement jamais. Et si l'école se donne comme mission, l'égalité, effectivement, on voit le défi qui est le nôtre. La question que je me pose, heu, c'est, comment en tant qu'enseignant, quand on alors on peut s'apercevoir qu'on fait ça intuitivement, qu'on est dans la pédagogie explicite, de façon intuitive, mais si on veut, tenter de structurer et de systématiser, cet enseignement ou cette manière d'enseigner, par où on commence? Est-ce qu'il y a des lectures inspirantes? Est-ce qu'il y a des pratiques, de classe, qui peuvent, nous guider? Moi, j'en ai une en tête, mais alors je veux bien que vous me le confirmiez parce qu'on est bien d'accord que l'enseignement explicite nous est arrivé plutôt, du côté, nord-américain et du Canada. Est-ce que je me trompe? Alors, les travaux de recherche, effectivement, Oui, étaient plutôt des travaux américains oui. en réalité, et qui sont restés un peu confinés dans la langue anglaise pendant un certain temps. Ouais, Voilà. d'accord. Parce que j'avais, l'impression que beaucoup de manières de faire, au Canada ou au Québec notamment, je pense le 5 au quotidien, vous des pratiques de classe, en tout cas en primaire, qui sont vraiment sur, ce registre-là. Alors peut-être que je fais une fausse liaison. Alors, oui, oui, vous avez raison. Et ensuite, ça a été repris, notamment, voilà, il y a des auteurs qui sont très connus hein, sur l'enseignement explicite, Gautier, Bissonnette, D'accord. effectivement, donc qui sont des Québécois et qui ont Mmh. popularisé ces choses-là. Mais
disons que c'est loin d'être les seuls, hein. C'est un Ouais, mouvement d'accord. qui est assez, comment dire? Développé. Enfin, moi, je connais Mmh. des collègues australiens, par D'accord, exemple, OK. voilà, qui Mmh. développent ce genre de choses-là. La chose que je voudrais tout de suite ajouter par rapport à ça, c'est que le mouvement, disons, constructiviste Oui. de l'enseignement, avec l'accent porté sur la découverte, Mmh. même s'il est inspiré par des auteurs, disons, européens ou russophones ou enfin russes en l'occurrence, disons ils ont été un petit peu dégriffés mais en réalité ça vient aussi du Nord-Amérique et en Mmh. particulier des Américains. Par exemple, Jérôme Brunner a eu une influence considérable dans ce cadre-là. Ça donc c'est Mmh. aussi quelque chose qui vient et qui a été diffusé en grande partie, de là-bas. Mmh. Donc c'est, il y a pas, si vous voulez, d'un côté des courants d'inspiration OK. américaine et Ouais. d'autres, Mmh. d'inspiration latine ou Mmh scandinave mh, mmh. ou je ne sais quoi. Et en réalité, ces mouvements, ils sont effectivement assez mondiaux. On s'aperçoit que les courants pédagogiques, finalement, heu, quelle que soit leur base, ils en fonctionnent un peu comme des vagues. Ouais. J'ai envie de dire comme des vagues qui emportent tout le monde Mmh. comme une espèce d'évidence. Elles apportent un nouveau vocabulaire, une nouvelle manière de voir des choses, des choses qui semblent évidentes et qui parfois le sont, qui sont parfois fondées. Par exemple, évidemment, si on dit métacognition, autorégulation, motivation, et cetera, on est évidemment beaucoup plus écouté que si on dit, apprentissage, répétition, voyez, Ouais, tout à fait. structuration. Ouais, oui, oui. On a tout de suite l'impression qu'on Mmh. et donc tous les mouvements ont leur part de fondation, alors sur des idées, mais aussi sur des travaux, scientifiques. Par exemple, dans le cas du constructivisme, ça repose beaucoup sur les travaux justement de Piaget, de Vygotsky, Mmh. de Brunner. Alors moi, je rappelle toujours que néanmoins, Piaget n'a jamais travaillé sur l'enseignement. Donc c'est et et heu et que c'est en grande partie, en fait, quelque chose qui est, transporté, comme je vous le disais, c'est pas en fait, le constructivisme n'est pas une théorie de l'enseignement, Oui, c'est une oui, tout théorie à fait. Mmh. de la connaissance, une théorie du développement si on veut, mais c'est pas une théorie, de l'enseignement. De l'enseignement ou de l'apprentissage. Et du coup, je reviens sur ma question. Comment en tant qu'enseignant, enseignant ou enseignante, on peut se former à l'enseignement explicite? Quel premier pas on peut faire pour structurer, autrement, son enseignement? Alors tout d'abord, alors il existe des ouvrages. Mmh. Et il existe même des manuels, par exemple, il y a des manuels de lecture, hein, D'accord. qui ont été rédigés par des collègues, Mmh. ça existe, on en trouve, on trouve également, ça au niveau même de la maternelle, sur le fait de raconter des histoires, N nara nara favoriser moi je peux faire enfin je peux citer peut-être que vous vous permettez pas de citer des noms, mais par exemple, les méthodes type Naramus font partie de ce type enfin ça peut s'accrocher à l'enseignement explicite. voilà, il y a une Ouais, tout à fait. volonté Ouais. d'explicitation de ce sur quoi, on travaille. Mmh. Heu, alors, tous les auteurs diraient pas exactement que tout ça répond strictement à tous les Oui, canons d'enseignement tout à explicite, mais fait. en tout cas, il Mmh. y a cet Il y a il y a une cet oui, tout à effort fait. Mmh, mmh, d'explicitation qui mmh. est indéniable. Il y a des méthodes de lecture également. Par exemple, mes collègues, Laurent Lima, Maryse Bianco ont rédigé, des manuels de compréhension de l'écrit, en fait, Mmh. là-dessus. Il y a, bon, tous les travaux qui ont été transportés de Steve Graham, par exemple. Il y a des articles, hein, qui existent. Je pense par exemple à un jeune collègue qui s'appelle Fernandez, Jonathan Fernandez, Mmh. qui est à l'INSPE de Créteil et qui a popularisé des travaux sur
sur la rédaction. Donc il y a de la littérature qui Mmh. est disponible. Mais en fait, surtout du point de vue de l'enseignant, les questions qu'il doit se poser s'il veut aller dans ce sens-là, c'est d'une part cette volonté, comme je le disais, d'expliciter au départ les objectifs d'apprentissage, etc. Et ensuite, il y a la question en fait, du découpage de l'activité. C'est-à-dire, Oui. en fait, la question c'est qu'est-ce que je veux réellement leur enseigner? Mmh. Dès lors que on ne sait pas très bien, dès lors qu'on se dit bah ça va se résoudre dans Et l'activité, oui, c'est ça ça, veut ouais. dire que probablement on n'est pas dans un enseignement explicite. L'enseignement explicite c'est vraiment, j'enseigne ce que les élèves sont censés apprendre. Donc il y a vraiment une habileté ou des connaissances ou une technique qui sont à acquérir. C'est pour ça que l'enseignement explicite suppose souvent une analyse de l'activité ou une Et analyse oui. de la tâche. Quelles en sont les composantes. Et c'est ce qui peut peut-être être le plus complexe complexe pour un jeune enseignant, par exemple, qui découvre un petit peu tout, hein, et la gestion de classe et ce qu'il a à enseigner. Mais on voit que l'enjeu, il est là, c'est de savoir où je veux emmener mes élèves et est-ce que je sais quelles balises poser sur ce chemin pour découper ce qu'ils ont à apprendre et les outiller à chaque balise et que les élèves puissent de plus en plus prendre confiance dans le chemin qu'ils ont à parcourir, quoi. C'est ça, oui, en effet. Mmh. Mmh. Donc il y a ce travail-là qui est à faire. Alors parfois c'est assez évident, parfois il y a des activités comment dire? Mathématiques, par exemple, pour lesquelles on voit bien, hein, ce qu'il faut enseigner, Mmh. à la voilà, à la suite l'un de l'autre. Ça se il y a un travail récent qu'on a fait, alors c'est plutôt sur des activités de lecture, mais il au-delà de conception de l'enseignement, on voit que ce qui «oppose» entre guillemets des pratiques, c'est aussi tout simplement le matériel. C'est-à-dire, en fait, Mmh. sur quel matériel je vais leur donner à travailler? Est-ce que je propose d'emblée une activité complexe, Mmh. dans lesquelles les élèves vont être immergés et desquelles ils vont devoir, va devoir émerger une certaine connaissance? Ou bien est-ce qu'au contraire, je suis dans l'accompagnement justement d'éléments précis? Donc le matériel est déjà Ouais. une Mmh. bonne indication de là où on en est. Ce que je voudrais dire également, c'est que, heu, bien sûr, comment dire? L'analyse de l'activité, elle est importante, elle peut être difficile parfois. Mais en même temps, l'enseignement explicite est extrêmement rassurant en fait, pour les enseignants. Oui, tout à fait, mais enfin, je le mets en rapport avec, ce que j'ai pu être en tant qu'élève et en tant qu'enseignante et ce que certains enseignants et enseignantes m'ont dit, c'est que quand on a été assez bon élève sur tout son cursus, il y a plein de choses qu'on fait de manière implicite, pour le coup, et qu'il est parfois compliqué de rendre explicite et j'aime bien dire que c'est intéressant d'essayer de se regarder penser pour essayer de voir ce qui se passe dans nos têtes et du coup de se dire ah mais moi mes élèves pareil ils ont besoin de savoir ce qu'ils font dans leur tête. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'activité de démonstration, c'est-à-dire quand l'enseignant montre, comment résoudre, un exercice Mmh. par exemple, on dit qu'il met un haut-parleur sur sa Ouais c'est ça, pensée. ouais tout à fait, Et à oui. ce moment-là, il dit: «Bah, voilà, là je fais ça parce que» et cetera, et vous vous Mmh. souvenez? Enfin, vous voyez? Et ça, finalement, ça lui donne à lui-même finalement une occasion Tout à fait. de rendre conscience que lui-même, peut-être, ne perçoit pas nécessairement, directement quand il réalise l'activité. Merci beaucoup pour tout ça. En tout cas, moi, je conseillerais déjà de lire cette note hein, du conseil scientifique qui s'appelle L'enseignement explicite, de quoi s'agit-il, pourquoi ça marche et dans quelles conditions, dont vous avez été le rédacteur, pour ceux et celles qui auraient envie d'aller plus loin et de rentrer dans le sujet. Merci beaucoup de tous ces éléments qui balisent bien, explicitement, cet enseignement et cette
corde de plus à notre arc d'enseignants au service de la réussite de nos élèves et je rappelle de la réduction des inégalités, voilà, qui nous tient à cœur. Merci beaucoup. Ben, merci de votre invitation et puis merci de m'avoir donné l'occasion de voilà, d'essayer finalement de peut-être de libérer certains Oui, malentendus, enfin ou de les enfin pas de les libérer, mais de les voilà, de s'en de les affranchir, mettre en mots en tout cas, voilà, ouais, tout à mettre fait. en mots et puis, bah, écoutez, merci donc, de cette occasion qui m'a été fournie. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.